Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous. C'est Excellent, votre rendez-vous du dimanche à 19h avec l'excellence française sur Sud Radio. C'est une figure incontournable du théâtre et du cinéma français. Acteur multiple, il se dévoile aujourd'hui autrement, seul en scène. Patrick Chenet, on vous retrouve dans un exercice aussi intime qu'universel, l'art de s'excuser. À travers votre livre Lettres d'excuses qui est paru à l'Archipel, désormais porté au théâtre, vous nous entraînez dans une correspondance inattendue, faite de lettres adressées à vos proches, à vos amis, mais aussi à la politique, au soleil ou à la vie elle-même d'ailleurs. Et puis vous êtes aussi bientôt sur Arte, dans Eldorado de Louis Farge, et puis on vous retrouvera au cinéma aussi, on ne sait pas trop quand, dans Le chemin de Rosa de Jean-François Genex. Bref, bienvenue sur Sud Radio, Patrick. Merci. Avec plaisir. C'est Excellent, c'est l'émission qui crée le lien aujourd'hui de la scène à nos assiettes. Il est président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française depuis 2007. Dominique Enracte, vous avez été récemment élu président de la Confédération générale de l'alimentation en détail, renforçant ainsi votre engagement pour la défense des métiers de bouche. Vous êtes aussi père de la fête du pain, et puis vous avez tenu à jouer un rôle central dans l'organisation de la 13e édition des Rabelais des jeunes talents de la gastronomie qui s'est tenue il y a peu au Cirque d'hiver à Paris. La défense du savoir artisanal, du savoir-faire artisanal, ça vous connaissez. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Avec plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes sur Sud Radio, bienvenue chez vous. Alors Patrick Chenet, Lettres d'excuses, c'est un livre au départ, c'est paru à l'Archipel, c'est sorti en 2023. C'est un livre que j'ai écrit. Oui, tout à fait. Et du coup, vous êtes sur scène et vous dites ces textes, vos lettres d'excuses. Oui. Enfin, c'est un spectacle. Oui, c'est un seul en scène. Je ne pas de dire, j'incarne, je joue, je fais le show. Bien sûr. Et si vous voulez, le bouquin a eu un certain succès. Et dans tous les salons du livre que je faisais, beaucoup de gens me disaient, mais il faudrait le faire à la scène, il faudrait le jouer, etc. Donc ça m'a donné une petite idée. Et c'est vous qui avez adapté ? Oui, adapté, c'était vraiment un choix plutôt. Choix de lettres. Il y a 64 chapitres, donc sur 1h20, il y a à peu près 23 chapitres, donc il a fallu choisir. Et comment vous avez choisi alors ? J'ai essayé de faire un peu comme un musical, c'est-à-dire d'alterner les moments doux avec les moments plus forts, les moments drôles avec les moments émouvants, etc. Et de faire, faire un spectacle complet, ou essayer de à la fois émouvoir les gens, parce qu'il y a des passages émouvants, je crois. Enfin, j'en suis sûr même. Et puis les faire rire, évidemment. Alors, vous écrivez des lettres à vos proches, à des institutions, à des lieux et même à la vie elle-même. Vous mêlez humour, sagesse, irrévérence. Vous y explorez vos erreurs, vous oubliez vos excès. Vous questionnez la nécessité même de vous excuser, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, le mot excuse, les excuses est un champ très, très large où on peut s'en servir un peu comme on veut. On peut effectivement avoir des excuses à présenter, mais on peut aussi jouer avec les excuses. On peut chercher les excuses, trouver les excuses, avoir les excuses, des bonnes excuses, des mauvaises excuses, ne pas avoir d'excuses. Donc on peut rigoler un peu. Des fausses excuses aussi. Des fausses excuses. On peut dire aussi, je m'excuse, mais tu commences à m'emmerder. Je suis désolé, maintenant tu t'en vas. Je te demande pardon, mais tu commences tu me gonfles. Enfin bon, voilà. Et si vous voulez, les excuses est à employer. On peut s'en servir de différentes manières. Il n'empêche que dans le bouquin et sur scène, je m'excuse vraiment aussi, parce qu'il y a matière à s'excuser. Puis s'excuser, c'est mettre en scène aussi celui à qui on s'adresse, ou la personne, ou le concept, ou la situation. Bien sûr. De mettre en scène aussi, parce que c'est fort de présenter les excuses. C'est fort, c'est vrai. Des fois, c'est aussi une façon de dire qu'on n'a pas tout à fait tort, je l'ai dit un peu en intro. Oui, justement, parce qu'on peut jouer avec ça, et c'est une façon, habile, maligne de prouver qu'on a raison, et que finalement ça sert à rien de s'excuser. C'est pour se donner raison, ouais. Alors il y a une lettre qui a particulièrement touché le public, on en a beaucoup entendu parler, c'est celle adressée à votre mère. Je pense qu'il y a... Alors peut-être vous allez nous expliquer pourquoi elle est aussi touchante. Oui, c'est vrai que les gens sont très touchés, parce que je pense que les gens se reconnaissent, les gens toujours ce genre de problème avec la vieillesse, la vieillesse des parents. Et oui, je m'excuse auprès de ma mère, que j'ai laissée dans un EHPAD pendant longtemps, parce que je ne me suis pas mal dépatouillé, comme je dis, et que donc c'est la vie d'une vieille personne, très vieille, dans un EHPAD, et tout ce qui va avec, tout ce qui va pas avec, plutôt. Et les gens
oui, on a une espèce d'identification avec des destins le problème, communs, mais voilà. Alors, c'est quand même une mise à nu aussi, Patrick Chenet, parce que vous transformez des lettres personnelles en spectacle, de l'intime à la scène. Quel process vous amène à faire ça? Je suis un homme de spectacle, avant tout, avant d'être un écrivain. Vous racontez, quoi. Finalement, le trajet, le parcours était assez facile, puis j'avais envie d'en faire Ce que j'essaye de faire, en ce moment, je suis au milieu de la tournée. J'étais en tournée hier déjà, j'ai joué hier soir. Donc voilà, c'est tout frais. C'est à la fois, puisque on est dans l'écrit, à la fois de dire, parce que je sais pas si c'est de la grande littérature, mais en tout cas, c'est écrit. C'est de la belle littérature. Bon, et en même temps, il y a une sincérité aussi, hein, de la jouer, de faire un spectacle, un homme de spectacle, c'est-à-dire de jouer les personnages, différents niveaux. Alors il y a des passages aussi des lettres qui sont très drôles. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, malgré la gravité des sujets. Vous arrivez à transformer ça en burlesque, en fait, pratiquement. Oui, voilà, c'est des trucs burlesques, comme la fois où j'ai envie de pisser au théâtre et je ne pouvais pas bouger, c'était impossible. La pièce durait 2h30, c'était une espèce de cauchemar. Ça, c'est assez drôle, effectivement. Vous écrivez à des personnes, on l'a dit, mais puis il y a aussi le soleil ou la vie. Oui. Pourquoi vous avez élargi le champ comme ça? Parce que c'est des sujets. C'est venu comme ça. Alors, s'excuser auprès de la vie... Le soleil aussi, pourquoi vous excusez auprès de la lumière? Parce que j'aime bien faire ma sieste complètement dans le noir, surtout quand le soleil explose à l'extérieur, quand c'est très lumineux. J'aime bien brusquement donc je m'excuse auprès de lui de ne pas tenir compte de ses rayons, quoi, et au contraire de... D'accord. Et la vie, alors? Alors pourquoi est-ce que je m'excuse? C'est pas dans le spectacle, la vie, hein. Donc je ne l'ai pas choisi, et je me rappelle... Vous savez plus pourquoi vous excusez auprès de la vie? Peut-être que vous avez envie qu'elle s'excuse auprès de vous. Non, la vie a plutôt, a presque été plutôt sympathique avec moi, pas toujours, hein. Bon, pas toujours, il y a grosse turbulence, un gros trou d'air. Mais voilà, non, mais je m'excuse auprès d'elle, mais je dois rigoler un peu avec ça, je pense, avec la vie. Je l'ai écrit il y a 2 ans, j'ai oublié. Mais vaut mieux se marrer un peu avec la vie, auprès non? de ma mémoire. J'adore. Vous touchez le public, l'écriture c'est quelque chose, la mise sur scène c'est autre chose. Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement, Patrick Chenet? Vous êtes quand même comédien au départ. Avec ce texte-là, hein, je parle évidemment. C'est un exercice assez amusant parce que c'est évidemment ce que j'ai écrit, c'est moi, donc c'est moi qui me mets en scène, qui écrit, c'est ma fille qui a participé à l'élaboration, à la mise en scène. Alors, il y a des projections. C'est un travail de famille. Oui, il y a de la musique, mais par petites touches. C'est jamais trop. Ça prend jamais trop d'importance. Ça souligne un peu certains moments. J'ai pas voulu trop d'illustration. Ça illustre un peu, mais ça embarque plutôt que ça illustre. Et oui, c'est quelque chose que j'ai écrit, à laquelle je donne une seconde vie, une autre vie, en tout cas, sur scène. Et ça me plaît bien parce que je me rends compte que ce que j'ai écrit, qui est en soi une écriture, c'est de l'écrit, prend une autre vie sur scène, une vie que je ne pouvais pas forcément deviner en écrivant, même une fois que c'était écrit. Ça prend une autre allure et ça a pardon d'en parler comme ça, mais une espèce de force, d'impact. Donc peut-être quand je l'ai écrit, j'étais aussi un homme de spectacle sans m'en rendre compte, et que le fait de passer à la scène, oui, ça prend toute sa dimension. C'est clair ce que je dis ou Oui, c'est tout à fait clair. Alors, je recommence par là. Et si vous deviez garder une seule lettre, Patrick Chenet, ça serait laquelle? Écoutez, évidemment, il y a une lettre que je ne peux pas faire l'économie, c'est celle de... Je m'excuse auprès de mon fils qui est mort. Bon, voilà, celle-là est intouchable, voilà. Ok. Dominique Enracte, quand on écoute Patrick Chenet, quand il a écrit, il soigne chaque mot comme un artisan soigne son œuvre. C'est vraiment une écriture ciselée. Il y a un parallèle avec la précision nécessaire à la création du pain ou au geste, en fait, du savoir-faire artisanal en général. Rapprochez-vous du micro. Ah, il est fermé votre micro, faut appuyer sur le bouton. Voilà, ça marchera mieux. Allez-y. Quand on l'écoute, on a vraiment, oui, c'est l'artisan des mots. Et voilà, c'est incroyable quand j'ai regardé un petit peu le parcours, tout ça, que ce soit la création, l'écriture ou
et aussi la comédie. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il fabrique, qu'il façonne, un peu comme un artisan. Bah ouais, c'est vrai ça. que dans le langage, c'est vrai que ça fait rêver. Enfin, vous reconnaissez là-dedans, Patrick? Dans la fabrication artisanale, dans le geste, dans la précision. Oui, c'est une fabrication, c'est une création, je dirais, une création artistique. Alors, quelle est la différence entre l'artistique et l'artisanat? Je ne sais pas. Je trouve que la frontière est très poreuse. Mais il y a un geste artistique dans la façon de fabriquer et de faire plaisir aux gens qui vont le consommer aussi. C'est très important. On le reconnaît tout de suite. Moi, je reconnais tout de suite un bon artisan à la façon dont il a envie de faire plaisir aux gens, que le client soit content. Celui qui s'en fout, qui voit que la marge ou qui c'est secondaire, non. Un peu comme vous avec votre public. On sait que ça va pas être très très bon. Celui qui veut faire plaisir, c'est pareil pour un comédien. Oui, celui qui veut faire plaisir le même sur geste, scène. On veut faire plaisir, on veut donner du plaisir. On veut avoir du plaisir aussi. Et si on a du plaisir, c'est qu'on en donne. Bien sûr. Allez, Sud Radio, c'est excellent. On vous revient tout de suite avec le comédien et auteur Patrick Chenet, le président de la Confédération nationale des boulangers, de la boulangerie, Dominique Enract. Vous restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. C'est un bon choix, je dirais même plus. C'est excellent. Avec moi ce soir, l'écrivain et acteur Patrick Chenet et son livre Lettres d'excuses, qui est paru à l'Archipel et qui est devenu un seul en scène incontournable et en tournée en ce moment. Et puis Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française et désormais président de la Confédération générale de l'alimentation. En détail, je l'ai bien descendu, Dominique Enract. Vous en avez des titres? Désolé. Vous n'êtes pas fatigué? Bon, allez, racontez-nous ce nouveau rôle de président de la Confédération générale de l'alimentation en détail. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Écoutez, la Confédération générale d'alimentation de détail, en fait, les 18 métiers qui représentent l'alimentation. D'accord. Donc, c'est les fédérations de la boulangerie, évidemment, mais de la pâtisserie, de la boucherie, des primeurs, des fromages, des glaces, des chocolats, etc. Donc, c'est une interpro qui fait partie une des 4 familles de l'U2P, qui est avec le MEDEF et la CPME, des familles patronales. Donc ça résume un peu tous ces métiers, puisqu'on a beaucoup de sujets en commun, qui sont l'énergie, les matières premières, la recherche de salariés, de la formation, la finance, l'hygiène, etc. Donc on a les prérogatives communes, quoi. Choses communes. Et alors, à peine élu, Dominique Enract, vous avez joué un rôle central dans l'organisation de la 13e édition des Rabelais des jeunes talents de la gastronomie. Alors déjà, Rabelais, ça fait rêver. Rabelais, Patrick Chenet, c'est quand même un auteur un peu incontournable dans la littérature française. Et ça le devient aussi, puisque les jeunes talents de la gastronomie, c'est quand même eux, le futur de la gastronomie française. Ça s'est tenu, cette cérémonie, le 24 septembre dernier, au Cirque d'hiver à Paris. C'est plus qu'une simple remise de prix, ça c'est vous qui l'avez dit. Oui, tout à fait. On est vraiment très fiers de cette soirée pour les jeunes, puisqu'on fait ça donc au Cirque d'hiver, dans un endroit emblématique, et où en fait les artistes sont des jeunes dans chaque fédération. Ils nous donnent les 3 premiers de tous ces concours, donc meilleur apprenti de France, meilleur jeune, etc. Et on vient les mettre en valeur ce soir-là. Donc on montre un peu des petits films pour chaque fédération, chaque métier, et ce sont les jeunes qui présentent leurs films. Et là, on leur remet donc ce prix des Rabelais. Et là, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Ils ont de la lumière dans les yeux. En plus, on voit que c'est quand même la crème de tous ces jeunes qui vont sans doute continuer à monter en compétences dans les examens, puisqu'il y en a de plus en plus d'examens, de diplômes, et voire même quelques-uns ou plusieurs qui seront meilleurs ouvriers de France. Donc c'est vraiment une plateforme, et je vous dis, c'est la crème de la crème. Alors ce qui fait très plaisir, c'est qu'on entend beaucoup parler d'une jeunesse désœuvrée en ce moment, etc., etc. Mais en fait, vous nous montrez que c'est exactement le contraire et qu'il y a énormément de jeunes qui s'engagent justement dans ce savoir-faire, dans cette transmission, dans cette précision. Et ça fait du bien, Dominique Enract. Tout à fait. Il faut aussi parler de ce qui va bien. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont motivés, qui se lèvent de bonne heure, qui travaillent, qui s'entraînent en plus en dehors de leurs heures de cours, de leurs heures de travail pour pouvoir rentrer dans l'excellence. Et en plus, dans nos métiers, chez nous, on n'a pas besoin de maths sup, maths spé, de faire une prépa, etc. Les jeunes viennent, sont courageux, volontaires, honnêtes. Et là, ils font des véritables carrières. Moi, j'ai des exemples de gens qui ont réussi, qui ont plusieurs boîtes, qui sont vraiment aujourd'hui des chefs d'entreprise qui comptent sur le domaine économique. Donc c'est vraiment, il faut dire à ces jeunes, dans nos métiers, on peut faire. Et aussi, comme disait Patrick Chenet, de se faire plaisir. C'est-à-dire que les gens, quand vous fabriquez, je vois des buffets de fromage, de la glace, du chocolat, il y en a vraiment pour tous.
Ouais, ça fait très plaisir, effectivement. Et puis, alors, ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'il y a des jeunes femmes, de plus en plus de jeunes femmes dans ces métiers. Et alors, il y en a deux qui ont particulièrement marqué l'édition 2025. Vous allez nous parler un petit peu d'elles. C'est les jeunes crémières fromagères Margot Batz et Antea Carpentier. Qu'est-ce qui font qu'elles se sont distinguées en particulier? Écoutez, là, déjà, ce qu'on voit, c'est que tous ces métiers manuels, bon, je prends l'exemple de la boulangerie, je connais très bien. Ouais. Aujourd'hui, on a plus de filles que de garçons en pâtisserie. Et en boulangerie, on en a 30%. Ça a vraiment changé. Hein. Ouais. C'est moi, à l'époque, quand j'ai fait mon école, il y a 40 ans, il y avait une fille en pâtisserie et 0 en boulangerie. Aujourd'hui, il y a 30% de femmes en boulangerie et plus de 50% en pâtisserie. Donc là, ce qu'on voit, par exemple, pour ces fromagères, il y a une fromagère qui, en fait, est étudiante, une en sciences et l'autre en psychologie, que je crois de mémoire, et elle faisait des extras sur les marchés le dimanche pour se faire de l'argent. Donc déjà, elle se levait à 5 heures du matin. Ouais. Et en fait, elles ont pris goût à ce métier. Aujourd'hui, elles sont... Donc, il y en a une qui a une élocution. Elle pourrait presque faire du théâtre. On va la recommander à Patrick Chenet. Mais vraiment, parce que, en fait, dans ce rôle d'artisan, on a aussi commerçant. Vous voyez, donc, soit une boulangerie, une pâtisserie, il y a la fabrication, il y a aussi la vente. Et en fait, c'est extrêmement important d'avoir des gens qui s'expriment bien, qui présentent les produits. D'ailleurs, j'avais envie de lancer c'est pas fini, on va sûrement le lancer, un concours d'élocution au niveau de ces personnels de vente. C'est-à-dire le fait qu'ils conseillent l'hygiène, conseillent tous ces côtés techniques, c'est bien, mais après, il y a un savoir-être en boutique, et quand on voit, par exemple, ces crémières, on a envie de tout acheter. Comme quoi l'art du verbe, c'est important dans toutes les couches de la société, Patrick Chenet. Ah oui, non, mais c'est l'accueil chez les commerçants, chez les gens qui vendent de la nourriture, en général, c'est très important. Hein. C'est la base. Moi, si l'accueil n'est pas bon, je n'y retourne pas. Même vous ressortez bon. Même, non? Mais, pardon? Si l'accueil n'est pas bon, vous en allez, non? Oui. Ouais, c'est ça. Oui, je ne reste pas. Bien sûr. Enfin, je n'y retourne pas, en tout cas. Non, je suis même pas sûre que j'y reste. Hein, sur l'accueil, je suis très emmerdant. Oui, écoutez, c'est bien, parlons vrai sur Sud Radio. Quels accompagnements, comment vous les aidez, ces jeunes talents, derrière, quand ils ont eu un prix comme ça? Là, ça dépend des fédérations, mais la plupart, ce qui se passe, c'est que quand on a des talents comme ça après on a des concours souvent internationaux. Donc, ce qu'on fait, on les prend en main. Alors, il y a soit des écoles d'excellence, notamment qui a été créée en Savoie, là, qui va bientôt démarrer, où on prend tous ces talents. Ça va s'appeler le lycée d'excellence, enfin bref, qui a été fait par les ministères. Hein. C'est en fait une espèce comme un lycée d'État, presque comme ces écoles de foot où on entraîne les champions pour pouvoir les propulser. Et là, nous, par exemple, en Boulange, on prend ces jeunes, on les envoie voir des meufs, on les prépare. Alors des meufs, c'est les meilleurs ouvriers de France. Les meilleurs ouvriers de France, pardon. Voir des quoi, les meufs. Les meilleurs ouvriers. C'est-à-dire ils envoient voir les meufs dans la boulangerie. Pas les meufs, ça, ils y vont tout seuls. Il va venir, Patrick Chenet, attention. Hein. Donc on les envoie voir des entreprises très fortes. On a un budget aussi pour pouvoir les accompagner. Et aujourd'hui, on s'est dit, le cas des charges, c'est on gagne tout partout dans le monde. Et là aujourd'hui, on est champion d'Europe, champion du monde. On a gagné la coupe IBA en Allemagne, etc. Bravo. Donc ça marche parce qu'on a vraiment un savoir-faire en France. Et puis c'est la promotion de notre artisanat, quoi. Hein, et puis des choses qui marchent bien, parce qu'on entend beaucoup parler des choses qui marchent moins bien en ce moment. Donc encore une fois, ça j'ai dit tout à l'heure, ça fait du bien. Une autre question qu'on se pose un peu tous, c'est qu'il y a beaucoup d'industriels, une concurrence industrielle, des nouvelles tendances alimentaires en ce moment, etc. Comment est-ce qu'on fait pour quand même valoriser et soutenir cette excellence et cette authenticité face à cette masse aussi de produits qui inondent le marché en face? Il faut qu'on ait une bonne communication, expliquer aussi aux clients qu'il y a, par exemple, on a eu le cas avec cette baguette à 30 centimes dans les GMS, des choses qui ne sont pas fabriquées. Donc, quelque part, ces scandales nous ont permis de prendre la parole et réexpliquer aux gens que, pour de la qualité, il faut la filière, déjà du bon blé, bonne farine, ensuite des artisans qui fabriquent, et qu'en fait, une vraie baguette, elle peut pas sortir à 30 centimes. Donc, on explique aux consommateurs, et ça marche, parce que on s'aperçoit, selon les sondages qu'on a, différents sondages, où les gens viennent quand même dans ces magasins de proximité, d'artisans, pour avoir de la qualité. Donc, et à la limite, ce qu'ils mettent en dernier dans les sondages, c'est souvent le prix. Donc, ce qu'ils veulent, c'est la qualité, la propreté, l'originalité. Puis c'est vrai qu'une bonne baguette, ça a un prix. C'est quoi le prix d'une bonne baguette, Dominique? Le prix d'une baguette, je dirais que ça tourne, la baguette, ce qu'on appelle la baguette parisienne, la baguette ordinaire, ça tourne aux alentours d'1 euro, en moyenne confondue. Après, une tradition, ça va entre 1,20 et 1,50.
voire même plus, que c'est fabriqué à la main, une longue fermentation, etc. Et les gens sont capables de comprendre. Et les Ils font gens ont la besoin de différence. savoir aussi, Il faut de leur savoir tout ce expliquer. process-là. Ouais. On prend parfois pas assez le temps au magasin d'expliquer toutes ces... D'où l'éloquence. Ben voilà, l'éloquence. Et puis le fait de prendre le temps, quelquefois, de dire, voilà, une baguette, ça a 3 heures à 24 heures de fermentation, c'est façonné à la main. Une baguette tradition, c'est 3 à 24 heures? Minimum 3 heures et voire 24 heures de fermentation pour avoir ces alvéoles irrégulières. Avant, enfin, je crois que c'est tout à fait vrai maintenant, quoique. Parfois, les repas, c'était du pain, c'était une boule de pain. En Auvergne. Ouais, à la campagne peut-être. Donc ça veut dire que c'était très nourrissant et très énergétique aussi. Si les gens mangeaient du pain, ils avaient peut-être un peu de beurre dessus, ou je sais pas. Ah oui, c'était carrément le repas, parce qu'il y a aussi des endroits où ils creusaient, ils mettaient la soupe. Le repas. Maintenant, je crois que c'est un peu... Voilà. Mais après-guerre, on avait 700 grammes par personne de pain, 700 grammes par personne et par jour. Ouais. Et aujourd'hui, on est à 100 grammes, donc on a quand même beaucoup réduit. C'est vrai que c'est plus l'aliment unique, mais on en mange encore pas mal. C'est vrai que dans les campagnes, même, je pense que ça se fait encore, de couper la miche avec un bon couteau et de manger un bout de fromage avec. Oui, il y a quand même... mais il y a du fromage. Non, mais moi je parle du pain. Du pain pur. Oui, peut-être avec un peu de beurre, ou de l'huile dessus. Mais finalement, ça c'est l'authenticité des goûts aussi, parce qu'on n'a pas forcément besoin de rajouter quelque chose sur un très bon pain, Dominique Enract. C'est vrai, regardez, même si on parle dans les campagnes, cette miche, ça me fait marrer ce côté huile, parce que je vois à la maison, on prend de l'huile d'olive avec les tranches de pain. Mais regardez, par exemple, les Parisiens, quand ils sortent de la boulangerie, ils prennent le quignon, ils en reprennent un ou deux, et puis il n'y en a plus, donc ils le mangent comme ça. Dans la rue, il n'y a pas plus de beurre. Le geste qui consiste à... Hop, le quignon et de le bouffer dès qu'on sort. Avec la baguette calée sous le bras. C'est sous le bras et tac. Voilà, si elle est un peu chaude, évidemment, il faut aller en reprendre une. Qu'est-ce que vous préférez comme baguette, vous, Patrick Chenet? Je prends ces baguettes tradition, la plupart du temps. Ouais. Puis parfois, je varie un peu. Je prends du pain... vous savez, des boules de campagne? Oui, des boules de campagne, je connais pas les termes, pardon, mais enfin du pain complet, du pain de différentes sortes. Il y a aussi commencé celui qui a inventé un pain particulier qui s'est tué en hélicoptère, là, je sais plus son nom. Poilane. Oui, du pain poilane et tout ça. Des pains un peu spéciaux, comme on dit. En fait, c'est la baguette. Des pains décalés un peu, c'est autre chose, mais enfin, c'est quand même du pain. Oui, bien sûr. Oui. C'est excellent, chers auditrices, chers auditeurs, vous l'aurez compris, on est sur Sud Radio. Non, on n'a pas fini encore, je vous garde avec moi. On est avec l'auteur et grand comédien Patrick Chenet, puis le président de la Confédération nationale de la boulangerie, Dominique Enract. Vous restez avec moi tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches. Ce soir, nous sommes avec l'écrivain et comédien Patrick Chenet, qui est auteur de Lettres d'excuses. C'était aux éditions de l'Archipel, qui a été adapté en seul en scène et qui est en tournée en ce moment dans toute la France. Et puis il est avec Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française, et désormais à la tête de la Confédération générale de l'alimentation en détail. Alors Patrick Chenet, avant de passer aux autres petites questions que j'avais préparées, vous êtes quand même dans un film qui sort sur Arte, qui passe sur Arte bientôt, Eldorado, de Louis Farge. C'est une série, oui. C'est une série. Dites-nous en quelques mots. Je l'ai appris juste avant de vous recevoir. Oui, c'est une. Est-ce que vous avez entendu parler des avions renifleurs dans les années 70 sous Giscard? Bon, c'était un scandale politique énorme où on avait des soi-disant avions renifleurs capables de détecter les nappes de pétrole pour rien, pour 2 francs 50, avait été vendu au gouvernement français, c'était une arnaque. D'accord. Donc c'est l'histoire de cette arnaque qui est racontée dans cette série de 8 épisodes que j'ai tourné avec beaucoup de plaisir avec Karim Leclou et Jérémy Régnier. D'accord. Et alors, une série, c'est pas tout à fait la même chose qu'un film, même en termes de tournage, en termes de rythme, etc. Est-ce que ça vous plaît comme exercice? Oui, c'est une autre façon de raconter une histoire. Ça se déroule sur un temps beaucoup plus long. Donc on peut plus s'imprégner du personnage, on imagine aussi. Non, mais oui, peut-être. Je sais pas, ça dépend. Mais le temps est beaucoup plus long et c'est une conception, une organisation du tournage. Disons qu'un film, c'est beaucoup plus une œuvre. Enfin, une série aussi, pourquoi pas, mais l'œuvre de quelqu'un. Ouais. Une série, c'est un assemblage de plein de professionnels, des scénaristes, metteurs en scène, et même chez les acteurs, le temps est beaucoup plus long. Donc, je dis pas qu'il y a une lassitude. Il y a... Voilà, on va... Une habitude au bout d'un qui moment, s'installe. on va un peu au bureau. D'accord.
C'est marrant d'aller au bureau quand on va au tournage. Moi, je veux bien aller au bureau comme ça. Non, mais j'exagère un peu. Hein. Alors qu'au cinéma, non, le temps est plus court. Alors, pour parler de cinéma, vous avez Le Chemin de Rosa, c'est un film de Jean-François Genex. On ne sait pas trop quand ça va sortir. Vous venez de finir de le tourner. Dites-nous en quelques mots aussi, alors. C'est sur les gens qui font le chemin de Compostelle, de Saint-Jacques de Compostelle. D'accord. Donc, c'est la réunion de tous ces gens et pourquoi ils y vont et quelles sont leurs motivations. Et qu'est-ce qu'ils vont chercher dans cette quête de spiritualité. Et vous, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Pardonner. Moi, tiens, lettre d'excuse, vous restez dans le thème, là. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je fais un type un peu malheureux en amour et qui va chercher une consolation avec ça. Et ça marche? Je sais pas, ça faut voir le film. Ce sera pour la série. Est-ce que ça a une signification pour vous de savoir que vous faites partie de nous tous, en fait? Oui, enfin, je suis pas dans tous les films que vous avez. Ah bon? Non. D'accord. On me le dit souvent. Je suis un peu, c'est très difficile de se rendre compte quelle est. Enfin. On me parle souvent des films que j'ai faits ou des pièces aussi. Et comme si parfois j'étais un peu une référence ou... On m'a même parlé de moi en disant une légende. Alors donc, je suis un peu dépassé par les mots, mais je pense que c'est l'accumulation des films et des pièces qui fait que, vu mon... Mais est-ce que ça vous fait un effet de savoir que, quand même, vous faites... Oui, ça me... Tout ça est très fragile, ce sont des termes, puis ça va très très vite, vous savez. Mais oui, ça me fait... Ce qui me fait le plus plaisir, par exemple, c'est quand je croise sur un tournage un acteur ou même un chef-op, comme ça s'est produit dernièrement, qui me disait c'est en vous voyant sur scène, en vous voyant dans un film que j'ai eu envie de faire ce métier, de faire partie de ce métier. Ça, c'est quand même on me le dit régulièrement, donc c'est vrai que c'est touchant. J'ai été au départ de vocation ou d'envie de faire partie du bâtiment, quoi. Alors Dominique Enracte, finalement là on parle de patrimoine vivant avec Patrick Chenet, c'est un peu ce que vous faites aussi, vous représentez notre patrimoine vivant d'une autre manière, mais c'est aussi un savoir-faire qui est ancré en nous, la baguette, le pain, la France, le cocorico, tout ça, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est vrai que la baguette est vraiment quelque chose depuis ça une centaine d'années, c'est pas hyper vieux, mais ça s'est vraiment ancré au niveau de la spécificité de la France, notamment grâce aux produits, mais aussi grâce aux clients. Parce qu'en fait, si on travaille aujourd'hui, s'il y a une boulangerie pour 2000 habitants, si on a 10 minutes à pied en moyenne d'une boulangerie, c'est parce qu'on a ces 12 millions de clients chaque jour qui vont dans une boulangerie. C'est-à-dire, on dit quelquefois à l'étranger, on n'a pas de bonne baguette. Oui, parce qu'on n'a pas de clients. Donc aujourd'hui, c'est grâce à nos consommateurs. Et puis il n'y a pas les mêmes farines et tout ça aussi. Il y a une histoire de fabrication. Oui, mais la farine, on peut l'exporter. C'est pas. Ça commence gentiment à prendre à l'étranger. Les gens commencent à avoir ce. Oui, parce qu'il faut faire la démarche, quoi. Tout à fait. Et puis avec ce côté de baguette à l'UNESCO, a quand même fait connaître ce produit. Patrimoine il y a beaucoup l'UNESCO, d'artisans indépendants qui vont s'installer et faire de la qualité. Mais c'est vrai que c'est vraiment dans la tête des Français. Quelquefois, on leur dit j'étais à l'étranger, j'ai manqué de baguette et tout, ça fait plaisir. Parce que bon, c'est pas moi qui l'a fait, bien sûr. Mais on a quand même fait des baguettes. J'en ai fait, oui. Un petit peu moins maintenant, mais j'en ai fait. Et ce savoir-faire qui est très enraciné et qui est à l'ancienne, on peut le dire, à la base, il faut s'adapter, il faut évoluer, parce que l'époque contemporaine, on en entend beaucoup parler en ce moment, ça bouge, on est vraiment en train de changer de paradigme. Il y a l'IA, il y a plein de choses qui arrivent et qui changent beaucoup de métiers. Est-ce que c'est le cas dans la boulangerie et la pâtisserie aussi ? Écoutez, contrairement à ce qu'on peut penser, justement, la boulangerie est un vieux métier moderne. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des matériels qui sont un peu différents, avec des températures qui se règlent, etc. Mais on reste, et contrairement à tout ce qui se rebaptise, on revient avec ce façonnage à la main. Cette baguette de tradition, avec une loi de 93, quand même, c'est unique dans le monde d'avoir cette loi. Eh bien, c'est pas si vieux que ça, d'ailleurs. Voilà, on pétrit lentement avec la même recette, de la farine, de l'eau, du sel, de la levure, façonné à la main et cuit dans un four à sol, ce qui fait qu'en fait tout se modernise. Ça a l'air simple comme ça. On a même de l'IA, sauf que, écoutez, c'est toujours fait à l'ancienne et c'est pour ça qu'on a encore cette baguette de tradition. Ouais, c'est magnifique, en tout cas ça fait rêver. Si on parle de patrimoine vivant, Patrick Chenet, on doit parler de théâtre aussi. Non, on parle de moi. Non. On a parlé de vous déjà, mais on peut parler de théâtre aussi, parce que le théâtre, vous êtes très reconnu aussi pour vos interprétations du répertoire classique. Quel est le texte, là, si vous deviez en citer un, que vous avez pris le plus plaisir
à déclamer? Il y a des pièces, je pense que ça ne vous dira rien, comme Skylight, c'est une pièce anglaise, une histoire d'amour entre un type qui avait réussi à force du poignet, qui était un grand entrepreneur, et une jeune fille, une grande bourgeoisie qui s'occupait des déclassés, donc il y a une espèce d'histoire d'amour, mais ils étaient idéologiquement très loin, ils s'affrontaient, c'était très beau, très drôle, toujours, la drôlerie. C'est important, et ça. Et puis surtout dans les grands classiques, j'ai aimé les grands classiques, j'ai joué Figaro dans le mariage, ou Tartuffe, ou Misanthrope, tout ça, bon, c'est irremplaçable. Beaumarchais, Molière. Ouais, c'est des grands textes, et je sais pas, il y a une espèce de force d'incroyable puissance théâtrale qui touche de toute façon les gens, parce que de toute façon l'histoire de la condition humaine est toujours la même. Alors, le langage change, les mœurs changent un peu, mais les rapports entre les gens c'est toujours les mêmes, les rapports d'amour, les rapports de pouvoir, les rapports politiques, les rapports économiques, etc. On a toujours un peu les mêmes soucis. Ouais, c'est vrai. Bon, on espère qu'il y a des choses qui évoluent un peu quand même. Oui. Notamment le rôle des femmes, par exemple, je sens en passant comme ça. Je sentais que j'allais me faire engueuler. Vous êtes à la fois acteur, Patrick Chenet, écrivain, comédien, vous interprétez les textes, réalisateur, j'ai réalisé des films aussi. Oui, parce que j'allais y venir. Ah pardon, excusez-moi. C'est pas grave, allez-y. J'arrête de poser des questions. Parlez des films que vous avez réalisés, tiens. Le préféré, le premier qui vous vient comme ça. J'en ai pas réalisé 12, j'en ai réalisé 2. Oui, je sais. Non, le préféré, c'est Charmant Garçon. D'accord. Il s'appelait Charmant Garçon. Ouais. Et c'était moi qui jouais le Charmant Garçon, qui n'était pas du tout charmant, évidemment, mais qui était finalement charmant quand même. Vous aimez bien un peu Alors, ce serait pas du cynisme, ça serait de l'ironie chez vous, non? C'est-à-dire que moi, j'ai une dimension que j'aime beaucoup en général. J'aime bien l'humour, j'aime bien rire, j'aime bien... Oui, mais rire noir aussi. Humour noir, comme on dit. Oui. Mais c'est l'humour est divers, c'est comme la vie est diverse et multiple. L'humour aussi, il n'y a pas qu'une sorte d'humour. Non, bien sûr. C'est une forme de dérision. Alors, parfois, ça peut prendre des allures plus cyniques, plus noires. Mais vous savez, vous avez absurdes. envie de l'emmener, quoi, aussi, vous, quand vous le faites. Comme ça vient, ça vient. C'est un regard sur les choses qui est un peu une façon différente de parler des choses, de sentir les choses. Moi, j'aime bien tourner les choses en dérision, souvent, parce que la vie, souvent, est absurde. J'aime bien me moquer un peu de la vie. Le rire, ça permet de mettre de la légèreté, quoi, tout simplement, en fait. Oui, ça permet de faire passer des trucs. C'est une autre façon de voir les choses, sûrement. Dominique Enracte, vous multipliez les rôles aussi. Vous avez été boulanger, vous l'êtes moins maintenant, vous l'avez dit, mais vous l'avez quand même été beaucoup. La Pompadour, c'est dans le 16e. Vous êtes président de la Confédération nationale des boulangers, maintenant de la CGAD. La multiplicité des rôles, c'est un truc qui vous parle aussi. Oui, c'est vrai qu'on a... Alors, c'est pas tout à fait des rôles. Je dirais qu'un poste en apporte un autre. C'est-à-dire que dès que vous prenez une responsabilité, évidemment que dans toute la filière, ça représente différentes choses. Donc, on arrive aussi dans le côté social, on arrive dans les assurances, dans les mutuelles. Ensuite, on parle dans différents postes, ce qui fait que ça irradie et on a plusieurs rôles à jouer. Enfin, on a au moins différents langages, quoi. C'est pas le même dialogue d'une boulangerie dans une mutuelle ou dans une réunion sociale avec des politiques. Bien sûr, c'est sûr. Eh bien, vous restez avec moi, chers amis. C'est excellent sur Sud Radio. On est avec Patrick Chenet, écrivain, acteur, comédien, écrivain, metteur en scène, tout ça, pardon. Et puis Dominique Enracte, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française et de la Confédération générale de l'alimentation en détail. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent comme chaque dimanche. Ce soir, pour encore quelques instants, vous êtes avec Patrick Chenet, écrivain, acteur, auteur de Lettres d'excuses paru aux éditions de l'Archipel et puis porté sur scène, un seul en scène qui est en tournée actuellement. Et puis Dominique Enracte, qui est président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française et qui vient aussi de prendre la tête de la Confédération générale de l'alimentation en détail. Alors quelques instants, je disais, parce que dans pas longtemps, vous allez retrouver votre chronique dédiée aux personnalités qui s'engagent, parlons de vous. Mais juste avant ça, quelques minutes donc avec vous, mes chers invités, pour vous embêter un peu avec mes portraits chinois. Vous êtes prêts ? Faut répondre sans trop réfléchir. Ça devrait m'aller comme un gant. Oui, c'est comme moi parfois, quand je googlise. Patrick Chenet, si vous étiez une œuvre théâtrale. Je serais Patrick Chenet. C'est vous l'œuvre théâtrale ? Écoutez, faut pas réfléchir. La première fois qu'on me donne une réponse comme ça, j'adore. Dominique Enracte, si vous étiez un symbole du patrimoine.
Je me lancerais bien pour la baguette. La baguette. Ah bon? Comme C'est ça. pas original, Non. mais quel plus beau. Bah oui, c'était un peu logique comme réponse en même temps, j'ai envie de dire. Patrick Chenet, si vous étiez un accessoire de scène. Je serais un micro. D'accord, pourquoi? Je sais pas. Pour porter la voix. D'accord, ok. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Non, parce que je trouve que maintenant, on peut, avec toute la technologie avancée, avoir des... Parfois au théâtre, quand les théâtres sont grands ou sous des balcons, on a du mal. C'est pas moi forcément. Donc là, et si on met des micros, maintenant c'est tellement au point qu'on entend parfaitement. Donc, Dominique Anrac, si vous étiez une miche de pain. Une belle meule. D'accord. C'est quoi la meule en quelques mots? Alors c'est une farine un petit peu biais avec une grosse fermentation et une belle croûte, un peu comme on disait le pain à l'ancienne, mais avec une mie un peu plus moderne. D'accord. Ça donne envie. Patrick Chenet, si vous pouviez dîner avec un acteur du XXe siècle, qui est décédé donc. Marlon Brando. Ah ouais, je suis d'accord. Là, je vous demanderai même pas pourquoi. Ou Charlie Chaplin. Ok. Ou moi, le mec qui ne sort pas. Ok. Dominique Anrac, si vous étiez un geste. Le fleurage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, vous prenez de la farine et vous la jetez avec les doigts et ça fait de la poussière et ça va englober tout l'endroit où vous allez mettre la pâte pour pas que ça colle. D'accord. Donc c'est vraiment un nuage et on regarde au travers. Alors, je vais essayer à la maison. Le fog. The Pas une grosse fog. poignée pour démarrer. D'accord, sinon je vais en mettre partout, j'ai compris. Patrick Chenet, si vous étiez une réplique. Je m'excuse. C'était logique aussi. Dominique Anrac, si vous étiez un dessert. Le soufflé. Ah ouais. Au chocolat? Pas Même forcément. au Grand Marnier, un soufflé. C'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à Très réaliser, compliqué. qui monte tout en légèreté et qu'il faut manger très vite parce que sinon ça retombe. Ouais, sinon C'est ça, vraiment ça se dégonfle la après. perfection. On adore. Patrick Chenet, quel est le mot que vous dites le plus souvent? Oh, je pense que ça doit se situer entre putain et merde. Parlons vrai sur Sud Radio. Combien de fois par jour? Beaucoup. Ouais, non, oui, vous savez, maintenant, on fait moins de phrases qu'avant. Le langage est plus imagé, donc pour illustrer certaines émotions, que ce soit où on s'est fait mal ou le spectacle est étonné, formidable. ouais. Ça le putain, on peut le... Le putain, je suis d'accord. Putain, Parlons vrai. J'adore. Ça peut C'est une avoir façon de s'exprimer différentes aussi formes. avec différentes couleurs. Dominique Anrac, un mot que vous diriez à votre moi enfant? Je t'aime. Oh, c'est mignon. C'est vrai? Bah oui. Bah, c'est beau. Patrick Chenet, si vous étiez une époque? Et j'aime bien les années 50, Ouais, pourquoi? 60. Parce que c'était la fin de quelque chose, le début d'un autre monde. C'était les jeunes hommes en colère. C'était votre en jeunesse, quoi. Angleterre, c'était le rock'n'roll qui existait. C'était les émissions pour la jeunesse qui n'existaient pas avant. C'était la nouvelle vague au cinéma. Ouais, c'était une sacrée c'était période. une époque vraiment formidable. Enfin, alors, évidemment, ça correspondait à ma jeunesse. Peut-être qu'il y a une corrélation. Hein. Ouais. Mais enfin, il y a quand même un ensemble de choses qui fait qu'on sortait d'un monde... Moi, personnellement, je suis nostalgique de cette époque que j'ai pas connue, donc vous voyez. Comme quoi. Ouais. Dominique Anrac, si vous étiez un moment de la journée? La sieste. Ouais. Patrick Chenet, si vous étiez 3 adjectifs pour vous décrire? Moi, Merde, putain. Pardon. hésitant, humeur et doué. Ouais. Et vous, Dominique Anrac, si vous aviez 3 valeurs à transmettre? Le courage, la pugnacité et la confiance. Et bien, sur ces bons mots, vous restez avec moi, chers amis, parce qu'on le retrouve tout de suite. Parlons de vous. Patrick Chenet, Dominique Anrac. On va revenir ensemble pour la fin de l'émission. À tout de suite. Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. Un micro pour les acteurs du changement avec votre chronique Parlons de vous, parlons vrai sur Sud Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir InVivo, qui est un acteur majeur de l'agriculture en Europe et qui accompagne les agriculteurs tous les jours
sur le terrain. Pour en parler, je suis avec le directeur du digital du groupe, Stéphane Marcel. Bonjour Stéphane. Bonjour Judith. Bienvenue. Merci. Alors Stéphane, l'agriculture, on le sait en ce moment, elle est confrontée à des défis qui sont majeurs, clairement. On parle du changement climatique, de la raréfaction des ressources. Est-ce que l'IA joue un rôle central dans cette transition absolument nécessaire pour tous en fait ? Oui, sans aucune hésitation, oui. Au même titre que l'agriculture a connu des révolutions industrielles par le passé, avec par exemple l'arrivée du tracteur, qui a bouleversé l'agriculture, l'arrivée des nouvelles semences avec des nouvelles variétés. C'est désormais l'intelligence artificielle et le digital qui vient bouleverser les méthodes culturelles chez les agriculteurs au quotidien. C'est un changement complet de paradigme en fait, c'est ça ? Oui, complètement. En fait, l'IA aujourd'hui permet d'accéder facilement à une information qui est experte, contextualisée pour l'agriculteur en fonction de sa zone géographique, du type de culture qu'il a, etc. Et grâce à des petits agents IA, qu'on a par exemple nous intégrés dans notre plateforme qui s'appelle Farmi, qui est destinée à tous nos agriculteurs, l'agriculteur peut poser une question avec un langage naturel, donc il n'a plus besoin d'utiliser un smartphone avec des petites touches. Souvent, les agriculteurs, c'est pas une caricature, mais ils ont des gros doigts, donc c'est pas forcément simple. Donc, avec du langage naturel, questionner une intelligence artificielle qui va sur un problème qu'il rencontre dans son exploitation. Et ce que les gens ne savent pas forcément, mais c'est un agriculteur, c'est avant tout un chef d'entreprise. Bien sûr. D'accord ? Donc, il a des enjeux de chef d'entreprise. Il se pose des questions de savoir comment il va être plus productif, respecter mieux l'environnement, etc. D'accord. Et donc, il revendique l'utilisation de ces technologies-là pour l'aider au quotidien dans la meilleure prise de décision. Alors, où est-ce que l'IA agit aussi ? Il y a évidemment d'autres exemples, on imagine ? Oui, alors par exemple, je peux vous citer par exemple l'agriculture de précision. Alors, les gens ne le savent pas non plus. Quand on croque dans une baguette de pain, on ne sait pas que derrière, il y a une culture de blé qui a fait peut-être appel à des imageries satellites, des algorithmes de l'intelligence artificielle agronomique pour permettre à l'agriculteur de mieux prendre des décisions sur apporter telle dose d'irrigation d'eau à tel endroit ou tel azote, par exemple pour l'engrais, à tel endroit, etc. Donc c'est extrêmement précis. Et ça permet aussi, par exemple, de surveiller en amont les maladies potentielles. Alors oui, effectivement, avec l'apparition de maladies, plus on est en capacité de détecter de façon précoce l'arrivée de la maladie, et mieux c'est pour l'agriculteur qui va pouvoir lutter de façon alternative que plus efficacement et peut-être plus bio aussi d'ailleurs du coup. Tout à fait. Oui. Alors il y a aussi des robots, par exemple agricoles. Ça c'est étonnant. Alors ça c'est les robots agricoles. Par exemple, je vous donnais deux exemples. Le désherbage qui est pénible, qui est une tâche pénible pour l'agriculteur. Il y a aujourd'hui désormais pour avoir des petits robots autonomes dans les parcelles agricoles qui vont désherber, qui sont bourrés d'IA. Incroyable. Incroyable. Et puis vous avez par exemple aussi, vous savez quand vous êtes éleveur laitier, une vache. Elle produit du lait et il faut faire la traite deux fois par jour. C'est du boulot. C'est du boulot. Donc maintenant, on a des robots de traite où la vache est complètement autonome. Quand elle sent que c'est le moment, elle va directement dans le robot. Le robot analyse plein de choses grâce à de l'intelligence artificielle et la traite. On se demande comment la vache possible. va d'elle-même dans le robot. Mais parce qu'elle en a besoin. Oui, c'est ça. Parce que ça lui fait mal. Si elle n'est pas traite, elle a besoin d'être traite pour pouvoir continuer en fait sa lactation. Donc en fait, l'éleveur qui ne pouvait plus partir en vacances, qui avait du mal à renouer avec une vie de famille, mais grâce à du robot et de l'intelligence artificielle, c'est devenu possible. Oui, parce qu'il y a les tracteurs connectés, la gestion du bétail, enfin on va pas faire tout le tour de tout, mais c'est vrai que ça change énormément de choses. Il y a aussi la gestion administrative qui est facilitée du coup, parce que ça c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entrepreneurs, pas que les agriculteurs d'ailleurs. Vous savez combien de temps un agriculteur met en tâches administratives et papaperies diverses et variées ? Une journée par semaine, à peu près entre 8 et 9 heures. Donc là, l'objectif, c'est que à terme, mais c'est c'est dans un futur très proche, ça sera un agent IA, un petit agent IA, qui lui fera ses déclarations administratives et réglementaires à sa place. Ce qui va lui permettre de lui dégager du temps pour pouvoir faire autre chose dans son exploitation agricole. Tout ce qu'il aura à faire, c'est lui mettre l'information dedans pour qu'ensuite... C'est même pire que ça, c'est que l'agent IA sera autonome dans la captation d'informations. Il aura les informations nécessaires pour faire les bonnes déclarations au bon moment. On va tous s'en servir en fait. Mais vous pouvez imaginer à titre également personnel sur les déclarations d'impôts, etc. Et alors, il y a aussi tout ce qui est, juste pour revenir sur vous nous avez parlé de lunettes intelligentes aussi, de l'IA. Il y a des grandes entreprises de la tech qui nous parlent de ça en ce moment. Est-ce que ça va remplacer le smartphone, ça ?
En fait, alors ça c'est un grand... la semaine dernière, une grande entreprise que je ne citerai pas, mais qui a mis au point le premier réseau social, donc tout le monde saura qui c'est, a sorti ses nouvelles lunettes connectées. Donc là, on passe certainement... Qu'est-ce que ça change dans le métier d'agriculteur d'avoir des lunettes connectées ? Imaginez une seconde que l'agriculteur puisse porter ses lunettes, d'accord, et que l'agent, l'intelligence artificielle qui est présente dans ces lunettes, puisse analyser en temps réel tout ce qu'il voit. D'accord. Par exemple, il est en train de regarder sa culture de maïs. Et l'intelligence artificielle lui dit ta culture de maïs a tel signe avant-coureur de maladie, a besoin d'eau. Il peut poser une question à l'intelligence artificielle sans devoir passer par le smartphone qui est parfois effectivement plus encombrant, plus compliqué. Voilà, donc on passe déjà à une étape un peu supérieure, une sorte d'intelligence supérieure qui est proche de votre rétine et qui peut vous permettre de vous apporter toutes les informations nécessaires sans vous couper de la vie réelle. Parce que quand on est sur un smartphone, à un moment on s'isole, on se coupe. Mais là en fait on est complètement Allez, pour terminer, immergé. un petit mot sur le fait que ça fait un peu tourner la tête tout ça, très rapidement. Oui, alors rapidement, évidemment, il faut prendre du recul. Chez InVivo, on fait attention à cela. On utilise ces intelligences artificielles dans des logiques très pragmatiques, d'accord, éthiques également. On s'assure que ça apporte de la valeur aux agriculteurs. On conçoit ces outils, on co-construit ces outils avec l'ensemble des acteurs qui les accompagnent pour s'assurer que ça génère vraiment de la valeur. Attention, évidemment, derrière. Les intelligences artificielles peuvent halluciner parfois, générer des mauvaises informations. Les intelligences artificielles peuvent être utilisées aussi par des gens qui n'ont pas forcément... Voilà, exactement. Merci Donc, beaucoup attention. Stéphane. Je rappelle que vous êtes le directeur du digital du groupe InVivo, Stéphane Marcel pour Sud Radio aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. C'était excellent. Merci Patrick Chenet. Merci à vous. Merci Dominique Enracte. Merci. Alors, Patrick Chenet, vous êtes en tournée avec Lettres d'excuses. C'est un spectacle qui est tiré de votre livre, qui était paru à l'Archipel, qui est toujours dans le commerce, évidemment. Alors, vous avez des représentations qui arrivent à Yssingeaux, à Pessac, à Saint-Chamond. Vous savez, la prochaine, là, qui arrive tout de suite Il y a Bruxelles, il y a Mons, il y a Saint-Étienne, Lyon. Bon, on peut tout trouver sur Internet, j'imagine. Oui, jusqu'à mi-janvier. D'accord. On viendra vous voir, alors. Merci d'être venu. Dominique Enracte, toutes les infos sur la Confédération nationale de la boulangerie et de la pâtisserie, c'est sur boulangerie.org, tout simplement. Les Rabelais, pour ceux que ça intéresse, faut le dire quand même. Les -6, Rabelais au pluriel, -6, des-6, jeunes-6, talent.fr. Il y a autre chose que vous voulez passer comme message ? Juste qu'il y a tellement de travail dans nos métiers qu'il y a vraiment tout un tas de talents qu'on attend en fait. Et ben voilà, allez-y, n'hésitez pas si vous avez envie de mettre les mains dans la bonne pâtisserie, dans la bonne pâte, pour faire de la pâtisserie, pour apprendre à faire la pâte. Voilà. Peut-être que je vais le faire, moi, tiens, aussi. Merci en tout cas. Merci à tous de votre fidélité à cet excellent, votre émission sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 19h. Et aussi le samedi à 13h30, vous le savez, pour Parlons Femmes. Merci à Juju qui réalise ce dimanche. Je vous embrasse. Bye bye.